Bienvenue dans Les Clés de l'IMO. Les Clés d'IMO, c'est le premier podcast destiné à la communauté francophone, mais pas que, avec les outils de traduction aujourd'hui. Donc sur l'immobilier, sur le monde de l'immobilier. Donc on va recevoir courtiers, avocats, experts comptables, des promoteurs, des rabbinim, un petit peu tout ce qui peut nous intéresser dans ce monde de l'immobilier. Et aujourd'hui, pour cette première émission, on a la chance de recevoir Ornella Agiage. J'ai dit Ornella Agiage et non pas Agène. Si vous voulez pas mal démarrer la relation avec elle, ne l'appelez pas Agiage. Elle s'appelle Agiage. Ornella, bonjour. Bonjour Aaron. Ça va? Super. Oh. Alors, donc, première question très simple. Est-ce que tu peux te présenter rapidement en 2 phrases et nous expliquer ce que c'est un courtier en crédit? D'accord. Alors, moi, je suis Ornella Agiage, comme tu as dit. Je suis courtière de crédit immobilier en Israël. Donc, moi, j'ai obtenu un master de banque et finance à Paris à l'université. Et ensuite, j'ai eu plus de 15 ans d'expérience dans le domaine bancaire, que ce soit en France ou en Israël. Alors, mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner les acheteurs en leur trouvant le financement le plus adapté, le plus avantageux, tout en simplifiant les démarches du début à la fin de la signature. Donc, je vais te poser, Ornella, la question qu'on doit te poser assez régulièrement. C'est la question qui fâche peut-être. C'est quoi la différence entre un courtier et une banque en direct? Alors, c'est une très bonne question. La banque, elle va vendre ses produits. Le courtier, lui, va défendre les intérêts de ses clients. Moi, je vais aller comparer plusieurs banques, je vais expliquer toutes les options possibles et je vais négocier les meilleures conditions selon le profil de mon client. Donc, en résumé, la banque, elle représente son établissement et moi, je défends mon client. Tu voudrais dire que la banque, sans faire de mauvais jeu de mots, ne défend pas les intérêts de ses clients? La banque, elle vend ses produits. Ok, tu veux des embrouilles avec personne? Non. Je comprends. Ok. Tu veux nous dire comment tu es devenue courtière? Alors oui. D'ailleurs, on dit courtière ou courtier? Courtière. Ok. Alors, Ouais. Comment tu es devenue courtière en crédit? Alors moi, j'ai commencé ma carrière en banque en France, où il y a une vraie relation clientèle, où j'ai appris vraiment à analyser, à comprendre les besoins de mes clients. Et donc, c'est vraiment une valeur qu'on a quand on travaille en banque à Paris. Et après plusieurs années dans ce domaine, quand j'ai fait mon ALA il y a 10 ans, j'ai vraiment vu un manque là-dessus en Israël, où le système bancaire israélien n'est pas du tout le même qu'en France. Et j'ai vraiment vu un manque là-dessus. Beaucoup de clients qui se trouvaient perdus dans leur premier achat, qui ne connaissaient pas les conditions ici pour obtenir un crédit, qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en France. Toute la variabilité sur les dossiers, les taux indexés, les taux variables, il n'y a pas beaucoup ça à Paris. Donc voilà, j'ai vraiment vu un manque là-dessus et j'ai dit qu'il fallait que je me lance là-dessus. Ok. Super. Et est-ce que tu te souviens de ton premier dossier? Ah oui? Ton premier client, quoi? Oui, mon premier dossier, bien sûr, je m'en souviens. C'est une jeune famille qui m'a contactée de Jérusalem, qui voulait acheter son premier bien. Donc ça paraissait complexe au début parce que au début, là, il y avait que la maman qui travaillait, le papa, il étudiait la Torah. Okay. Donc il avait un petit salaire de collège. Au niveau des salaires, ça passait pas forcément auprès des banques. Et après plusieurs semaines de recherche, en essayant de trouver la meilleure solution, le meilleur contact et la meilleure combinaison, on a réussi à leur obtenir, au bout de 2 semaines, leur accord de principe. Et ils ont pu acheter. Et après, quand j'ai vu l'émotion sur leur visage, le sourire sur leurs lèvres lors de leur premier achat, je me suis vraiment dit que c'est ça que je voulais faire. D'accord. L'accord de principe, ça s'appelle comment? Rappelle-nous le nom. Ichour Ichroni. Ichour Ichroni. C'est le document clé, même pour les agents immobiliers, pour démarrer leur recherche, encadrer le budget et tout. Top. Ok. On va parler du cœur de ton métier et on va voir un petit peu comment ça se déroule au quotidien. Par exemple, concrètement, c'est quoi ton rôle, le rôle exact que tu as dans une transaction immobilière? Alors, mon rôle principal, c'est de sécuriser le financement du projet. Donc, en fait, moi, je vais faire le lien entre le client, la banque, l'agent immobilier et l'avocat. Voilà, moi, je vais analyser la capacité d'emprunt, je vais monter le dossier comme il faut et je vais conseiller mon client sur les différents types de prêts. Donc, moi, je vais accompagner aussi le client jusqu'à la signature pour qu'il n'ait aucun stress. Et donc, en un mot, je rends le parcours un peu plus simple, plus sûr et je mets le client plus en confiance. Et en réalité, pas que le client, même tous les collaborateurs autour, parce que l'agent immobilier, à un moment, il a envie de travailler pour quelque chose. S'il propose des biens à son client, mais qu'il n'a pas le budget adapté en face, peut-être qu'il ne va pas être content non plus, quoi. C'est exactement ça, éviter une perte de temps importante. Je vais te poser une question par rapport aux erreurs, les erreurs les plus courantes. C'est quoi l'erreur la plus fréquente des acheteurs? Alors, l'erreur la plus courante des acheteurs, c'est de chercher un bien avant de vérifier le budget réel. D'accord? Donc, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent, qui ont déjà signé un compromis de vente sans avoir validé le financement. Quand tu dis le budget réel, tu veux dire le budget réel dont ils disposeraient? Exactement, la capacité d'emprunt. D'accord. Parce qu'il y a des clients qui vont rechercher des biens à 3 millions alors qu'ils peuvent emprunter que 2 millions.
J'en ai qui ont même signé des compromis et qui ont perdu des acomptes. J'ai un client il y a 2 semaines qui a perdu 10 000 shekels d'acompte sur un bien alors qu'il ne pouvait pas emprunter autant. Donc vraiment, je conseille de toujours consulter un courtier dès le début pour savoir exactement combien on peut emprunter et éviter les mauvaises surprises. Et puis j'imagine que l'inverse est vrai. Parfois, il y a des gens qui cherchent, nous on le voit, agents immobiliers, il y a des gens qui cherchent un bien et en réalité, ils passent à côté d'un bien pour 200, 300 000 shekels, qui est une somme, hein, mais en soi, ça représente des fois 4-5% du budget global. Et s'ils avaient vu un courtier, ils auraient peut-être pu chercher un peu plus large. Exactement, l'obtenir et avoir vraiment toutes tes capacités de financement parce que comme ça peut être revu à la baisse comme à la hausse. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que c'est encore possible de négocier des vrais taux? Aujourd'hui, il y a des taux avantageux parce qu'on va dire les choses. On entend des taux abominables, pour pas dire catastrophiques. Bien sûr, c'est le but de notre métier en fait. Voilà, même si le marché il évolue aujourd'hui, on le voit, en Israël, un bon courtier, il va savoir comment présenter un dossier auprès des banques, obtenir les meilleures conditions possibles. Et moi, grâce à mon expérience jusqu'à aujourd'hui, je sais exactement quel levier activer auprès des banques, comment leur parler le langage des banques pour défendre les intérêts de mon client et obtenir la meilleure offre. Et le meilleur taux d'intérêt. Exactement, le meilleur taux. Mais je ne parle pas que en taux parce qu'il y a vraiment aussi un montage derrière. D'accord. J'ai beaucoup de clients qui m'appellent quel taux je peux avoir, quel taux. C'est pas forcément les taux, il y a un vrai montage derrière. On en a qui peuvent pas emprunter avec une échéance de 7 000 shekels, d'autres avec des échéances de 5 000 shekels. C'est vraiment un montage derrière, c'est pas seulement le taux. D'accord, ok. Aujourd'hui, tu nous as expliqué comment tu travaillais un petit peu avec l'ensemble des partenaires immobiliers sur une transaction. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand tu travailles avec un agent immobilier? La première étape, c'est l'agent qui t'appelle, c'est le client. Comment tu travailles un petit peu avec les agents immobiliers? Alors moi, je crois beaucoup en la collaboration et on travaille d'équipe, surtout en Israël où c'est super important. Donc l'agent va trouver le bien. En parallèle, moi, je vais sécuriser le financement et l'avocat va finaliser le tout. Moi, je pense que quand il y a un vrai travail d'équipe et qu'on communique bien sur le dossier, on avance beaucoup plus vite et sans stress et on ouvre beaucoup de portes aux clients tout en la confiance et la transparence. J'ai un petit exemple, il y a un client qui nous a appelé il y a à peu près 1 mois, qui venait pour une semaine en Israël et qui voulait acheter son bien. Donc en une semaine, trouver le financement, trouver le bien qui va avec et finaliser le contrat en signant le contrat de vente. Ça paraît très très juste, mais on a réussi au Hachem avec l'agent immobilier, avec le courtier en crédit, moi du coup, et l'avocat. super. Et alors, il vit où ce monsieur maintenant? Il vit toujours à Paris, mais il a acheté son bien à Natalia, où maintenant il pourra venir tranquillement. Mazel tov. Ok. Ton métier, il évolue avec l'IA, comme tous les métiers, j'imagine, aujourd'hui, et les comparateurs en ligne. T'en penses quoi? Ça te fait peur? Tu le vois comme un outil? Tu le vois comme un concurrent? Alors pas du tout. Alors vraiment au contraire. Moi je vois que ça évolue, la technologie elle évolue, mais ça remplacera jamais l'humain. Voilà, les comparateurs ils vont nous donner des chiffres, on va avoir des taux, mais ils vont jamais comprendre la situation, les exceptions, les projets de vie de mes clients. Ils vont pas savoir, par exemple, mon client, il va être embauché en CDI ou il est juste en période d'essai ou sur ses salaires, on sait qu'il va recevoir une grosse somme d'un héritage. Le comparateur, il va juste regarder les taux. Moi, je vais vraiment faire un global de tout. Je vais adapter le dossier, je vais écouter, je vais conseiller. Et c'est vraiment cette dimension humaine qui fait toute la différence avec l'IA aujourd'hui. Tu vas regarder vraiment tout l'environnement, l'écosystème, le projet de vie, et tu vas pouvoir mieux défendre les intérêts de ton client. Top. Est-ce que tu veux nous raconter une anecdote, une situation où ton intervention vraiment a fait bouger les choses? Alors oui, récemment, j'ai été contactée par un client qui habitait en France, il est aujourd'hui résident fiscal français, sauf qu'il a fait son aléa il y a 10 ans. Ok. Voilà. Son rêve, c'est de revenir, mais voilà, sa condition, c'est d'avoir un bien en Israël avant de revenir en Israël. Voilà. D'accord. Le truc, c'est qu'il a fait toutes les banques et qu'on lui donnait que 50% de financement. Parce qu'il est israélien. Parce qu'il est résident fiscal français. Résident fiscal israélien. Donc il est étranger, français. Ça veut dire qu'en fait, il a droit qu'à 50% de financement et pas à 75% comme un résident fiscal israélien. Même s'il a eu une Théouda Zéhout auparavant, même s'il y a 10 ans, il a fait l'ALIA. Alors après plusieurs coups de fil, en essayant de trouver la meilleure solution, j'ai réussi, au prochain m'a trouvé un contact dans une banque qu'il prenait à hauteur de 75% de financement. Il a pu acheter son bien et il va faire son ALIA bientôt si Dieu veut. Mazel tov. Super, ok. Et est-ce que, tu n'es pas obligé de répondre, mais tu peux répondre, est-ce qu'il y a une anecdote, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter où tout ne s'est pas passé comme tu le souhaitais? Une anecdote où c'est pas passé comme je le souhaitais. Tu peux sortir la carte Joker si tu veux.
Bah écoute, pour l'instant, bah, au Hachem, j'ai jamais eu, parce que j'essaie de vraiment analyser le dossier dès le début, donc bah, au Hachem, jusqu'à maintenant, ça s'est toujours passé comme on le souhaitait, moi et le client. C'est-à-dire que si tu penses que vraiment dès le départ, il y a entre guillemets aucune faisabilité à l'instant T, tu préfères reporter la collaboration avec ton client et lui dire clairement les choses plutôt que de présenter un dossier où il va y avoir une déception à coup sûr. Ah voilà, moi dès le début, quand je vois que c'est pas faisable, bah, j'aide le client à s'orienter vers une solution. Il revient me voir dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois pour bien, monter son dossier et là, du coup, ça va être faisable. Ah. Donc c'est pour ça que je lance pas le dossier, je ne fais pas perdre du temps au client. Je le prépare bien pendant 2 mois, 3 mois, même 1 an, voire et après il revient et du coup, bah, le dossier, il se fait, bah, au Hachem à 100% du temps. Bravo, tu as répondu sans utiliser la carte joker, ça c'est fort. OK. On va passer au conseil, de la pro. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui cherche un prêt immobilier aujourd'hui? Alors mon conseil, c'est de ne rien signer avant d'avoir vérifié son budget avec un professionnel. Un bon courtier, ça peut vous faire gagner du temps, de l'argent et ça peut aussi éviter des erreurs qui peuvent coûter très cher. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai eu des clients, voilà, qui ont donné 10 000 shekels d'acompte, qui n'ont pas vérifié leur capacité d'emprunt et c'est super important de rien signer avant de vérifier le budget. Bah, voilà, le but, c'est d'avancer, voilà, en confiance, d'avoir un plan clair, comme je l'ai dit et éviter les erreurs parce que du coup, avec les banques, quand on présente des dossiers et que c'est refusé, ça laisse toujours une trace en discret. Et j'aimerais rajouter, la petite touche, immobilière. Pareil pour les agents immobiliers, quand on a un partenaire, un client qui veut visiter des biens, on demande souvent, c'est quoi le budget, de la personne pour lui présenter des biens adaptés et on demande aussi s'ils ont déjà vu un courtier souvent ou une banque, s'ils ont quelque chose de concret entre les mains pour leur éviter de perdre du temps. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, vous présenter des biens pendant cette période de montage de dossiers de financement parallèle, mais ça va être plus pour comprendre un petit peu votre besoin, c'est-à-dire savoir quel environnement vous plaît, quel type de produit vous plaît. Mais après, il faut que le bien reste sur le marché pendant cette période. Et donc, perso, j'aime pas créer des déceptions aux gens, leur montrer des biens qui peuvent ne pas rester sur le marché parce que ils auront leur accord de financement que tardivement. Donc voilà, c'était la petite... en ce sens, je te rejoins. À partir de quand il faut consulter un courtier en crédit? Alors, le plus tôt possible. Idéalement, dès que vous pensez à acheter, ça permet de poser les bases financières, d'étudier les options de crédit et d'être prêt à agir dès qu'on trouve le bon bien. Voilà, c'est-à-dire que surtout en Israël où les biens ils partent en pas longtemps, même en une journée, j'ai déjà vu beaucoup de biens qui partaient directement. Si on sait avant d'acheter combien on a le droit d'emprunter, dès qu'on a l'offre, on saute dessus. Peut être actif et Exactement. Super. Petite question technique, c'est quoi les documents que les personnes oublient le plus souvent de te donner? Alors, ça paraît tout simple, mais Leur relevé de compte Bitcoin. voilà. Non, pas Bitcoin. Alors dis-nous. Alors, donc c'est surtout les relevés de compte. Ça paraît tout simple, les justificatifs de revenus à jour, mais c'est souvent ce qui bloque le plus. Il faut savoir que dans les banques, un dossier complet, c'est vraiment la clé pour obtenir une réponse plus rapide et positive. Ouais, s'il manque un document, ils le mettent en bas de la pile et On peut avoir une réponse dans 1 mois alors que le besoin est passé sous nos yeux. On est là, j'ai envie de te poser des questions qu'on n'ose pas poser à son courtier ou encore pire, t'en parles à sa banque, mais on entend parfois des commerçants, des gens qui ont économisé, des retraités ou des commerçants qui ont économisé parfois des sommes en espèces. Comment justifier ces sommes? Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a des solutions pour ces gens-là? Peut-être qu'on posera la question à un avocat ou un expert comptable un peu plus tard dans la journée également. Ça, c'est ma première question. Et puis, je te poserai une deuxième question après. Alors, les espèces, c'est vrai que voilà, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on entendait beaucoup de personnes qui venaient acheter avec des espèces. La banque était un petit peu, entre guillemets, dans le coup. Aujourd'hui, ils ont vraiment évolué. Ils veulent vraiment des justificatifs sur ces espèces, comment ils ont été sortis, en France, d'où, qu'est-ce qui a été vendu. Donc, ça devient très, très compliqué d'acheter aujourd'hui avec des espèces. D'accord. Après, les solutions, c'est compliqué, à moins qu'on ait de quoi je les justifie. Ok. Concrètement, quelqu'un qui aurait gagné au casino une somme et qui pourrait le justifier, c'est une façon de justifier. Bien sûr, au casino, c'est une façon claire d'avoir reçu. Vidéo non sponsorisée par les casinos Anguin, Partouche et autres, mais voilà. Ok. Donc là, oui, là, si on justifie, on pourra acheter avec des espèces, mais voilà, il faut une vraie justification auprès des banques. Et après, voilà, il y a plusieurs banques qui acceptent plus que d'autres. C'est là que notre rôle intervient.
J'ai une autre question pour toi. J'ai entendu en échangeant avec un courtier que parfois, il y a des gens qui lui présentaient les documents de France un petit peu bancal, un petit peu border, pourquoi pas même des faux, chose que personnellement je ne saurais pas vérifier. Comment les banques aujourd'hui vérifient les documents des acheteurs étrangers? Est-ce qu'elles ont des solutions ou est-ce que c'est vraiment le Far West? Alors ça aussi, ça se faisait beaucoup, il y a 10 ans, il y a 15 ans, on entendait beaucoup de personnes qui faisaient des faux papiers. Là, c'est devenu très, très compliqué. J'ai encore la Misrafi qui m'a contactée il y a une semaine pour me dire vraiment qu'ils vérifiaient tous les documents. Moi, je vérifie aussi avec le QR code. Eux aussi le vérifient. Donc, par exemple, les avis d'imposition de France, on a un QR code dessus. Ils vérifient. Vraiment, Israël, la France, c'est un vrai partenariat aujourd'hui au niveau de la fiscalité, au niveau de tout ça. Donc, ça devient très, très, très compliqué de faire des faux papiers et c'est très compliqué parce qu'après, du coup, si quelqu'un fait un faux papier, il se retrouve blacklisté dans la banque et pour obtenir un crédit, du coup, va falloir se lever tôt. Et puis j'imagine que ça nuit aussi à ta bonne relation avec la banque. Toi, tu as un devoir un peu de recherche, de contrôle. Exactement. C'est pour ça que moi, je dis à mes clients, vraiment, il faut de donner la véracité des propos, me dire tout. S'il y a eu des incidents bancaires sur vos comptes, il faut me donner tous les éléments pour qu'ensuite, après, moi, avec tout ça, je puisse faire mon montage et obtenir le crédit comme il faut. Tu préfères te battre avec la vérité plutôt que arranger. J'ai eu plusieurs cas comme ça où il y a des clients qui m'ont pas tout dit. Arrivé au moment du crédit, Ça bloque? c'est la banque qui me sort des impayés d'il y a 3 ans, il y a 4 ans, un chèque impayé en Israël, même un chèque impayé de 2000 shekels, il y a 3 ans, puis vous bloquez aujourd'hui. Maintenant, si vous me le dites en amont, j'arrive avec ma négociation toute prête auprès des banques, ça passe crème. Mais après, voilà, si on le sait après, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir le crédit. Mais je vais te raconter une petite histoire à ce sujet. Je n'avais pas prévu, mais il y a 7 ans de ça, on nous a refusé à titre personnel, à mon épouse et moi, un financement pour un découvert en Israël sur un compte qu'on avait fait lorsqu'on avait fait l'ALIA, le premier compte pour recevoir les aides d'Olé Hadash. C'est un compte qu'on avait fait à Tel Aviv, dans une banque de quartier. On avait oublié ce compte, sauf qu'entre-temps, il n'y avait plus d'aide, et le compte, il est passé en négatif avec les frais. Et la banque, je ne la citerai pas parce qu'on s'est réconcilié depuis, et la banque, pour un découvert symbolique, il y a peut-être 180 shekels de découvert, et ils nous avaient relancé, on avait eu un malus, vous êtes très malus, et ils nous ont blacklisté, et on n'a même pas été reçus pour obtenir un crédit. Voilà. J'ai vu la même chose maintenant avec un crédit auto. Un crédit auto de 100 000 shekels, la personne elle avait pas juste converti son argent en euros, en shekels sur le bon compte. Ouais. Elle a eu un tout petit découvert, ils ont refusé le crédit auto. Et du coup, il a perdu l'offre pour la vente de la voiture. On a réussi, au Hachem, à le trouver dans une autre banque, on lui a fait le crédit comme il fallait, et on a rattrapé vraiment de justesse. Ok. D'où l'importance d'être transparent avec son courtier et d'être transparent donc avec la banque, mais avec des arguments forts du courtier ou de la courtière, pardon, en plus. Parce qu'il ne me l'avait pas dit au début, voilà, il ne m'avait pas dit qu'il avait eu un tout petit découvert, parce que pour lui, c'était anodin, c'était un petit découvert, j'avais pas juste transféré l'argent du compte euro au compte shekel, mais du coup, c'est ce qui a bloqué dans la banque. Hyper intéressant. Est-ce que tu as une vision de ton métier à 5 ans? Tu vois un petit peu où est-ce que ça va aller ou comment tu vois les choses? Je pense qu'il sera plus digital, mais ça restera toujours humain. Il y aura besoin de cet accompagnement quand même. Les outils vont évoluer, mais les clients, ils auront toujours besoin d'un accompagnement, de confiance, quelqu'un qui comprend leur situation, qui les conseille avec bienveillance, qui comprend leurs projets, qui s'adapte à leurs besoins. Voilà. C'est marrant, j'ai l'impression d'entendre un psychologue parler des fois. Tu fais beaucoup de psychologie tant que courtier? Il faut les accompagner, il faut les aider quand ils sont stressés, quand ils arrivent au moment de la signature, qu'ils sont stressés, ils ne savent pas quoi faire. Il y a beaucoup de psychologie d'accompagnement. C'est pas seulement des chiffres et des calculs, ça c'est au tout début le montage, mais après voilà, on est là pour eux, du début à la fin du dossier. Ok, si tu devais résumer ton métier en un mot, ou une phrase, hein, vas-y, fais-toi plaisir. Comme je vous l'ai dit, voilà, c'est accompagnement. Parce qu'au-delà des chiffres, c'est un métier de cœur, d'écoute et d'engagement. Moi, c'est vraiment mon plaisir d'accompagner des gens qui veulent acheter, surtout en Israël, où c'est une vraie mitzvah aujourd'hui. Quand j'aide des clients à acheter en Israël, surtout des clients qui viennent de France, c'est un vrai plaisir pour moi parce que je les ai accompagnés de A à Z dans leur projet, voir leur sourire après sur les lèvres et voilà, un juif qui fait une mitzvah d'acheter en Israël, je suis très satisfaite pour moi. Bravo. Puis, j'ai un petit livre là, qui s'appelle Étincelle de sagesse, de Rav Avram Sibon. Alors, je ne suis pas parent,
On porte juste le même nom de famille. Est-ce que tu veux nous choisir une petite citation qui te parle en ton temps? On n'est pas pressé. Ils sont pas pressés non plus. On est... Ah ben voilà, j'aime beaucoup le Baal Shem Tov. Il n'y a pas de vif solitaire dans le monde. Dans tout endroit où il se trouve, Hachem est avec lui. J'adore. On va la montrer à la caméra, celle-là. Elle est ouf, hein? Tu es là? Voilà. Hop, hop. Alors, il n'y a pas de solitaire là. Alors. Bon. On la voit bien? Alors, ah bah super. Petit coup de pub pour le livre au passage. C'est cadeau. Il est super. Et pour finir, c'est quoi ta clé d'IMO? Ta clé d'IMO pour conclure? Alors, ma petite clé d'IMO que je pourrais donner à tous les conseillers en immobilier, c'est toujours écouter les besoins de son client avant de le conseiller. Parce que chaque projet, c'est un projet unique, c'est un projet de vie. Et c'est en comprenant vraiment la personne qu'on peut lui ouvrir la porte de son futur logement où il va se sentir au mieux. Super, super. Eh ben, tu veux rajouter quelque chose? Écoute, ça m'a fait très plaisir voilà, aujourd'hui Bravo, tu t'es super bien débrouillé. Il y a toute l'équipe derrière aussi, on les remercie. C'était une première. J'espère que ça vous plaira, ce format. On va en refaire. Et si vous voulez passer dans l'émission, vous nous envoyez un petit message. On est à l'écoute de tout le monde, que vous soyez également courtier en Italie, que vous soyez promoteur, avocat, expert comptable, architecte, jardinier, pisciniste. Toutes les professions qui sont dans le secteur de l'immobilier, de près ou de loin, qui peuvent aider les gens à s'installer, nous intéressent. Vous êtes les bienvenus. Et on se prend un plaisir de vous questionner avec bienveillance. T'as vu? Bientôt.